Pendant la majeure partie de la guerre contre la Russie, l'Ukraine s'est concentrée sur la défense, elle y a presque été contrainte. Les restrictions sur les armes occidentales ont empêché l'Ukraine de passer à l'attaque pendant longtemps. Et lorsque l'Ukraine a finalement commencé à frapper à l'intérieur du territoire russe, ces attaques de drones étaient souvent des frappes isolées, avant de passer à la cible suivante. Mais maintenant, tout a changé. La Russie ne s'en remettra pas. La stratégie de l'Ukraine a bouleversé la situation, et pourrait lui donner la main sur l'avenir du conflit. Tout se résume à quelque chose dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, les raffineries de pétrole en feu en Russie. Le 25 août, Reuters a indiqué que l'Ukraine avait accru ses attaques de drones sur les raffineries et infrastructures énergétiques russes. Une série de frappes vise à paralyser les deux, expliquant l'augmentation du rythme des attaques. Elle vise le secteur clé de l'économie russe, sur lequel Vladimir Poutine s'appuie depuis des années, pour continuer à recevoir l'argent dont il a besoin pour financer son invasion brutale de l'Ukraine. Quand on parle d'argent, on parle de milliards de dollars. En 2024, la Russie a gagné 192 milliards de dollars grâce à ses exportations de pétrole brut et produits pétroliers. Cela marque une hausse de 2% par rapport aux revenus de ces secteurs en 2023, bien que la Russie ait vendu 350 000 barils de moins par jour en 2024. Pas mal pour un pays qui dépense jusqu'à 1 milliard de dollars par jour pour la guerre que Poutine a déclenchée. Et qui dépend des revenus du pétrole et du gaz pour représenter environ un quart de ses recettes budgétaires. L'Ukraine était consciente du problème de ce flux de trésorerie massif et a agi en août. Une série de frappes menées tout au long du mois a endommagé 10 raffineries de pétrole russes, et dans certains cas, les a forcées à cesser leurs activités. Selon Reuters, cela a perturbé 17% de la capacité de raffinage pétrolier russe, soit 11 millions de barils par jour. La Russie s'est adaptée. Le 26 août, Reuters a annoncé qu'elle augmentait de 20 000 barils, yeux un jour ses exportations de pétrole brut depuis les ports occidentaux. Cela peut sembler que la Russie vend plus de pétrole, mais ce n'est pas le cas. Le pétrole brut est du pétrole à l'état brut, pratiquement inutilisable. Le pétrole brut doit être raffiné pour devenir un produit pétrolier. Les produits pétroliers raffinés, qui comprennent l'essence, le diesel, le carburant d'avion et autres, valent beaucoup plus que le pétrole brut. Donc la Russie veut raffiner autant que possible. Elle gagne plus d'argent de cette façon. La hausse des prévisions d'exportation de pétrole brut par la Russie montre que la stratégie ukrainienne visant les raffineries est efficace. Ce pétrole allait autrefois aux raffineries désormais désactivées par l'Ukraine. La Russie doit ignorer cette étape pour vendre plus de pétrole brut, ce qui aura un impact évident sur les revenus que cela peut générer pour la guerre de Poutine. Cependant, il n'y a pas que l'exportation qui a été affectée. La fermeture des raffineries russes affecte aussi gravement les besoins du pays. Le 26 août, United 24 a indiqué que le prix de l'essence en Russie augmente sans cesse depuis début août. Début août. Une tonne d'essence se vendait à plus de 77 000 roubles, soit environ 980 $, déjà un record, selon le média. De nouvelles frappes sur les raffineries ont encore fait monter les prix. À la mi-fin août, le prix d'une tonne d'essence A95 a atteint 82 300 roubles, soit 1023 $, et continue d'augmenter. Les entreprises russes perdent désormais 55% de plus pour l'essence qu'en janvier. Ces coûts sont évidemment répercutés sur le peuple russe. Svetlana Bezanova, habitant Sébastopol en Crimée occupée, illustre l'état d'esprit actuel en Russie. Nous allons tenir le coup. Mais c'est un gros impact sur notre budget familial, c'est perceptible, dit-elle à Reuters. Notez que cela intervient, alors que l'inflation mensuelle en Russie a dépassé 9%, atteignant parfois plus de 10% en 2025. Ce n'est qu'en juillet que l'inflation est enfin tombée en dessous de 9%, et même là c'était tout juste, avec le dernier taux enregistré à 8,8%. Les prix montent déjà vite partout en Russie. La hausse du carburant, accentuée par les frappes ukrainiennes, pèse sur le budget des Russes moyens. Ces personnes endurent cela pour l'instant, mais pour combien de temps? Les problèmes s'aggravent. La Russie manque tellement d'essence et de produits pétroliers raffinés qu'elle doit rationner le carburant dans certaines régions. Le Wall Street Journal rapporte que le rationnement est déjà appliqué dans des stations-service en Sibérie et en Crimée occupée. Chaque fois que du carburant est disponible, il est vendu à des prix bien plus élevés que jamais auparavant. Certaines stations-service russes pourraient profiter de la hausse des prix, en plus de leurs tarifs élevés. Pourquoi s'en priveraient-elles? Ces stations-service disposent d'un produit très demandé, et dont l'offre est extrêmement limitée. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud.
Mais cela a du sens pour un propriétaire de station-service sans scrupules qui veut tirer le maximum d'une mauvaise situation. Dans d'autres régions de la Russie, un afflux saisonnier de touristes crée encore plus de pression. Reuters rapporte que le port de Vladivostok, en Extrême-Orient russe, connaît de longues files aux stations-service. Les autorités locales attribuent les pénuries à l'afflux saisonnier de touristes. La réalité est que la Russie traverse une crise du carburant, une crise que le pays a du mal à contenir. United 24 indique que le Kremlin veut réprimer les fournisseurs, désirant fortement augmenter les prix du carburant. Pour le peuple russe, c'est un problème. Les hauts responsables russes semblent attendre des stations-service qu'elles absorbent l'augmentation de 55% des coûts du carburant depuis début 2025. Pour éviter d'impacter les consommateurs, la Russie a interdit les exportations d'essence depuis juillet 2025 pour garantir un approvisionnement intérieur maximal. Pourtant, tous ces efforts pour limiter les dégâts échouent. En un an, elles ont grimpé de plus de 10%, franchissant 60 roubles, environ 75 centimes le litre, selon United 24. Les prix continuent d'augmenter en raison de la faible offre causée par les frappes ukrainiennes, de la demande saisonnière, des goulets d'étranglement ferroviaire dus à la priorité donnée aux opérations militaires et des perturbations du trafic aérien qui obligent davantage de personnes à effectuer de longs trajets en voiture. La Russie est restée au bord d'une crise du carburant, et grâce à l'Ukraine, elle est sur le point d'y sombrer. Malgré les affirmations des responsables russes, selon lesquelles la crise du carburant s'atténuera à la fin de la saison agricole, et avec l'arrivée de l'automne, cela ne semble pas probable. L'Ukraine continue de frapper les raffineries de pétrole, et rien n'indique qu'elle va s'arrêter. Et à chaque frappe, les complications s'accumulent. Les sanctions occidentales, combinées au calendrier d'entretien déjà en place des raffineries russes, rendent plus difficile que jamais la remise en service des raffineries endommagées. Vous vous demandez peut-être, et alors? Les attaques ukrainiennes sur les raffineries russes sont impressionnantes, mais ce n'est pas inédit. Cela paraît vrai en surface, mais août a marqué un tournant dans la stratégie ukrainienne contre les raffineries. Bien sûr, elle a déjà frappé des raffineries auparavant, et même beaucoup. Mais dans le passé, ce type de frappe était constitué d'attaques isolées. Nous voyons aujourd'hui une Ukraine qui a construit des milliers de drones longue portée, et aura bientôt des missiles longue portée produits localement. Qui peut lancer des assauts répétés contre les ressources clés de la Russie? Nous y reviendrons bientôt. Le 22 août, un commentateur militaire connu sous le pseudonyme Dmitriev a parfaitement résumé l'évolution de la stratégie de frappe à longue portée de l'Ukraine, qui a mené aux problèmes évoqués. En 2025, les tactiques des frappes ukrainiennes ont évolué, a publié Dmitriev sur Telegram. Avant, c'était des actions ponctuelles. Une unité endommagée a réduit la production, mais l'usine a été restaurée après quelques semaines. Les frappes visent désormais de façon répétée et en série les mêmes raffineries, Ryazan, Novokuibishevsk, Syzran, Volgograd et Afipski. Cet ajustement stratégique a sérieusement entravé les efforts russes de réparation face à l'Ukraine. Selon Dmitriev, la Russie ne peut pas restaurer les unités de traitement primaire, d'hydrotraitement et de craquage catalytique visées par l'Ukraine, car des frappes secondaires ou tertiaires causent plus de dégâts. Après plusieurs attaques, la moitié de la raffinerie de Ryazan, 5% de la capacité russe, a arrêté de traiter, et celle de Novokuibishevsk, 3%, a vu son unité primaire endommagée. Le commentateur affirme « De tels arrêts prolongés étaient impossibles avec l'ancienne stratégie ukrainienne. Avant, l'Ukraine attaquait la raffinerie de Ryazan, puis la laissait en paix des mois. Cela laissait à la Russie le temps de réparer et de relancer la raffinerie pour qu'elle fonctionne, même plus lentement. Désormais, la Russie n'a plus ce répit. L'Ukraine frappe encore et encore, rendant toute tentative de réparation inutile. » Paul Warburg explique plus en détail dans son analyse du 26 août la nouvelle stratégie de l'Ukraine. Pour beaucoup de gens, cela pourrait simplement sembler être la même chose, dit Paul Warburg. Mais ce n'est pas la même chose, pas du tout. Paul Warburg poursuit en expliquant l'ancienne stratégie de l'Ukraine, qui consistait à mener des frappes isolées contre des raffineries, avant de passer à la cible suivante. Puis il ajoute « Et maintenant, l'Ukraine frappe les mêmes raffineries, encore et encore, plusieurs fois la même raffinerie. Et cela représente un effort concerté pour mettre complètement hors service certaines installations individuelles. La stratégie précédente consistait essentiellement à percer des trous, à tirer presque au hasard sur le raffinage pétrolier de la Russie. Les frappes continues de l'Ukraine montrent qu'elle cherche à porter le coup fatal. Les raffineries risquent d'être définitivement mises hors service. Si cela arrive, la Russie perdra les revenus de ses produits pétroliers raffinés, devant vendre son brut à des pays qui n'en veulent pas. Pour aggraver la situation de la Russie, l'Ukraine ne va faire que s'améliorer dans le type de frappe qu'elle mène.
L'Ukraine attaque actuellement les raffineries russes avec des drones longue portée. Bien qu'efficaces, ces drones n'ont pas la puissance explosive vraiment nécessaire pour causer des dégâts si graves que la Russie ne puisse pas les réparer. Comme la stratégie de l'Ukraine, cela va changer. Le 26 août, Euronews a évoqué la nouvelle arme miracle de l'Ukraine. Cette arme, c'est le FP, 5 Flamands, un missile de croisière longue, porté fabriqué localement, qui a une portée de 3000 km et peut transporter une charge explosive de plus de 1130 kg. Si les drones ne font que des tirs sporadiques, le Flamand est suffisamment puissant pour laisser des cratères là où se trouvaient autrefois les raffineries russes. Le fait que ce missile soit fabriqué en Ukraine permet au pays de l'utiliser sans demander d'autorisation, ce qui est très important. Il a récemment été révélé que les États-Unis ont interdit à l'Ukraine d'utiliser ces missiles longue portée en Russie. Un nouveau processus d'approbation impose à l'Ukraine de demander et d'attendre l'accord du secrétaire à la défense américain Pete Hegseth avant de tirer. Ce processus est en place depuis plusieurs mois, a rapporté le Wall Street Journal le 23 août. L'Ukraine n'a apparemment reçu aucune réponse positive à ces demandes. Warburg explique pourquoi la montée du flamand rose pourrait être décisive dans la nouvelle stratégie de l'Ukraine. Une fois en jeu, les flamants roses frappotent plus fort et atteignent des cibles plus profondes. Il dit que, à l'intérieur de la Russie, ces installations pourraient potentiellement être mises hors service de manière beaucoup plus sérieuse. Le flamant rose pourrait être le coup de grâce de l'Ukraine, une arme dévastant le raffinage pétrolier russe. Au point où la litanie de problèmes dont nous avons parlé plus tôt dans la vidéo finit par sembler dérisoire comparée à ce qui va suivre. La Russie peut-elle réagir à la nouvelle stratégie ukrainienne? Pas vraiment. Cela s'explique par un autre problème ayant permis à l'Ukraine d'adopter cette stratégie avancée, précise Dmitriev sur Telegram. La carte des raffineries russes montre un problème stratégique majeur. Les capacités de raffinage sont surtout en Europe, alors que la consommation de carburant croît en Extrême-Orient, explique-t-il. Deux problèmes en découlent. D'abord, la Russie ne peut pas juste envoyer plus de brut aux raffineries de l'Est. Elles seront là-bas hors de portée même du flamand rose de l'Ukraine. L'infrastructure n'existe pas et la Russie n'a pas les années nécessaires pour la construire. Ce conflit, avec des raffineries occidentales servant la demande orientale, augmente les risques. Les carburants et produits russes parcourent souvent des centaines ou milliers de kilomètres pour atteindre leur destination. Cette longue distance dans la chaîne d'approvisionnement offre à l'Ukraine plus d'opportunités de frappe, alors que les produits pétroliers restent qu'ils transitent. L'Ukraine perturbe aussi cette chaîne d'approvisionnement, selon Dmitriev. Des drones aériens et maritimes sont aussi utilisés sur les terminaux d'exportation. Les attaques sur Ust-Luga et Novorossiysk ont déjà stoppé temporairement l'expédition de produits pétroliers. Madiar a signalé les dégâts sur l'oléoduc Droujba, qui fournit du pétrole russe à sa patrie. Il affirme que l'Ukraine vise aussi les installations utilisées par la Russie pour exporter du pétrole, et pas seulement la production sur place. La seule question qui reste à répondre est « Pourquoi ?» L'Ukraine a choisi ce moment pour commencer à tirer pleinement parti de ses stocks croissants de drones et de missiles fabriqués localement afin de détruire les raffineries russes. La raison principale vient du moment choisi. Par le passé, l'Ukraine ne disposait pas du nombre suffisant de drones nécessaires pour mener des frappes soutenues, comme celles que nous voyons actuellement. Elle était également fortement limitée en ce qui concerne le nombre de missiles dont elle disposait et la manière dont elle pouvait les utiliser. Le premier problème n'existe plus, et le second est en train d'être résolu avec l'apparition du flamand rose. Cependant, il existe d'autres raisons, dont l'une est que l'Ukraine en a assez, que ses alliés commercent avec la Russie tout en la condamnant pour la guerre. L'Ukraine est enfin prête à dire que ça suffit. Warburg dit que les gens commercent avec la Russie depuis longtemps. Nous avons exprimé notre frustration. Nous en avons assez, Warburg a raison, selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur. En 2024, l'Union européenne a acheté plus de combustibles fossiles russes que le montant de l'aide militaire fournie à l'Ukraine. La différence était nette, 229 milliards pour le carburant russe, contre 196 milliards d'aides militaires. L'Ukraine peut soutenir que l'Union européenne a annulé tout avantage potentiel de ses achats. Malgré toutes les sanctions et les condamnations, l'Union européenne a continué à verser de l'argent dans les coffres de Poutine, donnant à la Russie ce dont elle avait besoin pour poursuivre l'invasion lancée par son dirigeant. Il y a ici une certaine hypocrisie, l'Europe tentant de ménager tout le monde. En 2025, l'Ukraine a ciblé le pétrole raffiné russe et les infrastructures de transport de gaz et d'énergie à la source. La logique est simple. Personne ne peut acheter les combustibles fossiles de la Russie si ces combustibles sont en feu et que les raffineries qui les produisaient ont été réduites en ruine. Mais ce n'est pas tout. Le timing joue aussi un rôle pour l'Ukraine. Avec des stocks de drones,
Elle doit appliquer sa stratégie d'attaque répétée sur les raffineries. Le timing a aussi joué un rôle sur le plan diplomatique, hors du champ de bataille. La rencontre d'août en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait influencer les actions actuelles de l'Ukraine. Cette rencontre n'a finalement pas abouti à grand-chose, du moins du point de vue ukrainien. Elle n'a certainement pas conduit Poutine à accepter de mettre fin à la guerre. Quelques jours avant la rencontre en Alaska, Trump avertissait Poutine de graves conséquences sans accord de paix. On peut supposer que ces conséquences étaient des sanctions secondaires menacées par Trump. Poutine a profité de la rencontre en Alaska pour obtenir un entretien direct sur l'Ukraine, rompre l'isolement imposé à la Russie depuis février 2022 et repartir sans rien céder à l'Ukraine. Après cette rencontre, la Russie a aussi refusé l'entrée de troupes européennes en Ukraine comme garantie de sécurité. Ces exigences restent donc inchangées, la stratégie renforcée de l'Ukraine y répond. Elle agit comme l'auraient fait les sanctions américaines en arrêtant les raffineries, montrant la puissance de l'Ukraine. Un message est adressé à Donald Trump pour montrer que s'il veut la paix en Ukraine, il doit agir vite. L'Ukraine ne veut plus attendre. Les États-Unis risquent de devenir insignifiants. La nouvelle stratégie de l'Ukraine envoie aussi un message à la Russie. Elle a révélé la principale faiblesse de la Russie, selon la chaîne YouTube Le Rideau de Silicium. L'industrie pétrolière et gazière de la Russie, autrefois source de puissance économique, une arme économique et géopolitique extraordinaire, est devenue un point vulnérable. Un vrai talon d'Achille pour l'économie russe et la guerre de Poutine. La chaîne rappelle que la Russie raffine surtout à l'ouest du pays, comme déjà mentionné. Cependant, la véritable faiblesse ici réside dans la dépendance profonde de la Russie à l'égard de ses combustibles fossiles pour faire tourner son économie. Nous avons déjà expliqué que les revenus des combustibles fossiles forment 25% du budget fédéral russe. Imaginez que tous ces revenus disparaissent. Près de 200 milliards de dollars perdus après que l'Ukraine a détruit plusieurs fois les raffineries russes en adaptant sa stratégie. La Russie vit déjà une grave crise économique. Business Insider indique que le pays pourrait manquer de réserves financières dès l'automne 2025, parce que Poutine puise dans ce fonds d'urgence pour continuer sa guerre. Réduire partiellement les revenus de la Russie et provoquer une grave crise du carburant dans le pays. On se retrouve avec une Russie incapable de poursuivre la guerre. La taille même de la Russie est aussi une faiblesse, comme le note l'Atlantic Council en couvrant la crise du carburant en Russie. En lançant des vagues de frappes aériennes à travers le pays, l'Ukraine entend désormais exploiter cette immensité et la transformer en la plus grande faiblesse de la Russie, selon le Conseil. Le Kremlin manque de systèmes de défense aérienne pour protéger des milliers de cibles militaires et énergétiques sur 11 fuseaux horaires. Pendant des siècles, la Russie s'est appuyée sur son immense territoire pour se défendre. Cette taille n'est plus un facteur aujourd'hui. L'Ukraine n'a pas besoin de frapper la moitié orientale du pays, car les raffineries qu'elle vise se trouvent à l'ouest. Les drones et les missiles n'ont pas les mêmes faiblesses que les troupes au sol qui doivent parcourir des centaines de kilomètres. Grâce à une stratégie ajustée, l'Ukraine a tout bouleversé. Un autre méga-missile ukrainien inquiète aussi la Russie, en plus du flamant rose. Regardez notre vidéo pour en savoir plus et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'évolution des tactiques ukrainiennes. Merci de votre attention.